J'ai grandi dans une maison toute simple au Wisconsin. Mon père, Gerald, était employé municipal et entraînait mon équipe de foot. Et ma mère, Helen, était le cœur du quartier avec ses dîners du dimanche. La vie était facile jusqu'à mes 12 ans, quand je suis rentré de l'école un jour et que j'ai trouvé l'allée pleine de flics et d'ambulances. Quelqu'un avait encastré une voiture dans notre salon, et ma mère était déjà partie avant même que les secours n'arrivent. Après ça, notre famille s'est complètement effondrée. Papa a arrêté d'entraîner, de cuisiner, et en gros, d'être un père. J'attendais qu'il se ressaisisse, mais ça n'est jamais arrivé. À la fac, on était littéralement des inconnus. Et on avait ces appels d'anniversaire gênants de 10 minutes qui me laissaient un goût amer en bouche, jusqu'à ce qu'enfin, je doive arrêter d'appeler. Alors, quand la fête des pères est arrivée en juin dernier, j'allais encore faire faux bond. Ma meilleure amie a insisté pour que, vu que j'étais à Milwaukee pour mon stage d'été, j'y aille. Elle a dit que je le regretterais si je n'essayais même pas. J'ai accepté et je me suis pointé ce samedi avec une carte et un whisky pas cher. C'était son préféré. Dehors, tout était à peu près pareil. L'allée avait toujours des fissures, la pelouse ressemblait à une jungle et le porche était envahi par les mauvaises herbes. Mon père m'a accueilli, portant la même vieille chemise en flanelle qu'il portait depuis des décennies. Bonne fête des pères, papa. J'ai rayonné et je l'ai serré dans mes bras. On a passé la journée à cuisiner des spaghettis et à parler de maman pendant des heures. C'était toujours douloureux. Mais quand on est passé au salon, j'étais vraiment content d'être enfin venu. Soudain, mes yeux sont tombés sur la porte du sous-sol et j'ai remarqué l'énorme cadenas dessus. J'ai finalement déplacé toutes ces affaires au sous-sol. C'est assez plein là-dedans, alors éloigne-toi de ça, mon grand. D'accord, dit-il. J'ai hoché la tête, heureux qu'il passe enfin à autre chose. On a continué à discuter de ma fac et tout ça, mais j'ai remarqué que ses yeux revenaient sans cesse vers la porte du sous-sol. Il avait l'air un peu plus pâle et totalement nerveux. Vers 20h30, le courant a complètement sauté. Papa s'éloigna de la table, énervé, avant de descendre le couloir pour vérifier le disjoncteur. Pendant 1 ou 2 minutes, c'était le silence total avant qu'un bruit de toux grasse et dégoûtante ne monte des planches du plancher, suivi d'un son de métal raclant contre du béton. Mes mains se mirent à trembler. J'ai levé les yeux vers la porte du sous-sol et j'ai senti un nœud dans l'estomac. Papa avait agi bizarrement toute la journée. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien cacher? J'ai sorti mon téléphone, allumé la lampe torche et me suis dirigé vers l'arrière de la buanderie, où il y avait une autre porte menant au sous-sol. Je l'ai entr'ouverte et braqué la lumière dans l'escalier, et j'ai failli me plier en deux devant cette odeur immonde. Ça sentait la rouille et la pourriture. En me bouchant le nez, j'ai jeté un coup d'œil et aperçu des chaînes ancrées dans le mur en bas des marches. Il y avait un matelas mince par terre, des piles de conserve et un seau dans un coin. On aurait dit que quelqu'un vivait là depuis des années. Ne t'avais-je pas dit de rester à l'écart? Je me suis figé et retourné. Papa se tenait juste derrière moi, l'air furieux et épuisé. Papa? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dennis Carey. Je connaissais ce nom. Dennis Carey, c'était l'ivrogne qui a tué maman et a pris 7 ans pour ça. Je ne pouvais pas le laisser se promener comme si rien ne s'était passé. Alors je lui ai dit que j'avais du boulot pour lui. Quand il est arrivé, Tu l'as cloué au sol? Avant même que je puisse finir la phrase, une main grise squelettique jaillit de l'obscurité de la cage d'escalier et se referma sur ma cheville. J'ai crié et trébuché, mais avant qu'il puisse me tirer vers le bas, papa s'est jeté en avant et m'a poussé violemment loin de la porte. « Cours, Rebecca, sors d'ici !» il a hurlé. La seconde suivante, il a été arraché du sol. Son menton a heurté le plancher avec un bruit sourd et écœurant avant qu'il ne soit tiré en arrière, ses ongles griffant le bois dans l'obscurité. Sans réfléchir, je me suis sauvé. Un rire aigu et rauque monta du sous-sol alors que je me précipitais vers la porte d'entrée. Mes mains tremblaient tellement que je trouvais à peine le verrou. Juste au moment où j'allais le saisir, un lourd couteau de boucher siffla près de mon oreille et s'enfonça profondément dans le cadre de la porte, suivi d'un vase en verre qui se brisa contre le mur juste à côté de ma tête. Je me suis retourné brusquement, haletant, et j'ai vu Dennis sortir du couloir avec un marteau à la main.
Sa peau ressemblait à du papier pourri. Il hurlait le nom de ma mère à plein poumon, riant comme un fou en se traînant très vite vers moi. J'ai crié et me suis précipité vers l'escalier principal. Je le sentais juste derrière moi. J'ai atteint ma vieille chambre, j'ai plongé à l'intérieur et j'ai claqué la porte, juste au moment où Dennis allait l'atteindre. Il percuta la porte de plein fouet, assez fort pour faire trembler tout le cadre. J'ai poussé mon bureau contre elle, haletant pendant qu'il riait et frappait. Juste au moment où les gonds cédaient et qu'il faisait irruption, j'ai fermé les yeux et j'ai enfoncé le tisonnier à 2 mains. Le métal s'enfonça profondément dans son estomac. Il laissa échapper un horrible râle humide et recula en titubant, fixant la tige métallique qui en dépassait. Son marteau est tombé par terre et il s'est effondré. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à le regarder avant que les flics n'arrivent enfin. Un voisin avait appelé le 911 après avoir entendu tout le boucan. Ils ont trouvé papa au sous-sol. Il était déjà parti. Après quelques audiences, tout cela a été officiellement jugé comme de la légitime défense. Mais même maintenant, je me réveille encore certaines nuits, entendant Dennis appeler maman depuis en bas, et les pires nuits, je revois l'expression sur le visage de papa juste avant qu'il ne me pousse. Me protéger était probablement la première chose à laquelle il tenait vraiment depuis des années, et cela lui a tout coûté. Si tu m'avais demandé avant l'année dernière, j'aurais dit que j'avais une vie plutôt chouette. J'étais cheminot au fret à Alexandria, avec des trajets de nuit vraiment durs à travers la Virginie et la Virginie occidentale. L'argent était assez bon pour que ma femme puisse rester à la maison avec notre fils de 9 ans, Ellie, et prendre le relais là où je ne pouvais pas. Je savais que je manquais plein de choses, mais honnêtement, je pensais qu'on allait bien. On était mariés depuis 12 ans et on avait tellement d'aimants de nos voyages en famille qu'on a dû prendre un frigo plus grand. Tous les étés, on allait camper près de Shenandoah parce qu'Ellie adorait ça. Puis, un mardi de janvier, mon train a été annulé près de Charlottesville et je suis rentré bien plus tôt que prévu, juste pour trouver un pick-up dans mon allée que je ne reconnaissais pas. Le divorce a été prononcé en mars. En mai, j'étais installé dans un 2 pièces en centre-ville qui avait déjà des lits superposés fixés au mur, ce qui voulait dire qu'Ellie aurait quelque chose de prêt pour lui quand il viendrait le week-end. Je faisais tout pour que ce soit plus facile pour lui, mais la plupart du temps, j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Quand le week-end de la fête des pères est arrivé, j'ai tout mis dans le camion, je l'ai récupéré à l'école et je lui ai dit qu'on quittait la ville pour quelques jours. Ellie est resté silencieux pendant presque tout le trajet, mais une fois la tente montée et le feu allumé, il s'est enfin détendu. On a passé la soirée à faire griller des guimauves pendant qu'il me bombardait de questions sur les animaux et se disputait avec moi sur les étoiles. Je me souviens m'être assis là, en pensant que c'était exactement ce dont on avait besoin. J'aurais dû suivre mon instinct quand il m'a dit que quelque chose de mauvais allait arriver. Cette première nuit, Ellie était complètement KO après la randonnée et tout le sucre. Je suis resté un peu plus longtemps près du feu à le regarder s'éteindre. Il était bien après minuit et il régnait un silence de mort, comme si même les insectes s'étaient endormis. Puis, je l'ai entendu. Un bruit lent et lourd de quelque chose qui se traîne, venant des arbres à quelques mètres, comme si quelque chose de gros était tiré sur le sol. J'ai attrapé ma lampe de poche et l'ai braquée vers les bois, mais je ne voyais rien. J'essayais de me dire que ce n'était qu'un animal qui traînait une proie. J'avais passé assez de temps dehors pour connaître le fonctionnement de la forêt. Pourtant, je sentais des yeux sur moi. Je serrais ma hachette et attendais, le cœur battant à tout rompre. Mais après 10 minutes sans rien, j'ai compris que j'étais juste parano. J'ai laissé échapper un souffle tremblant et me suis retourné pour ramper dans la tente quand une rafale de vent m'a frappé dans le dos, suivi d'un murmure rauque. Bonne fête des pères. La voix était basse et venait de quelque part hors de portée de ma lampe de poche. Mon sang s'est glacé et je suis resté figé pendant ce qui m'a semblé une éternité à attendre. Mais la forêt est redevenue silencieuse. Pas une feuille n'a bougé. J'essayais de me convaincre que j'entendais des choses. C'était peut-être un autre campeur plus loin sur le sentier, ou peut-être que le vent jouait des tours à travers les arbres. Pourtant,
J'ai gardé la hachette à côté de mon sac de couchage pour le reste de la nuit. Le murmure est revenu 2 fois de plus avant le lever du soleil. Quelque chose bougeait autour de nous, comme si quelqu'un faisait lentement les 100 pas autour de la tente. Mais je n'ai jamais entendu un seul pas. Quand le ciel a commencé à devenir gris, j'étais complètement à bout. Quand Ellie s'est enfin réveillée, on a fait un rapide tour du camp pour vérifier que tout allait bien. L'avant avait l'air normal, mais quand on est passé derrière la tente, j'ai eu l'estomac noué et Ellie a crié. 3 animaux morts pendaient aux branches, à quelques mètres de là. 2 étaient des ratons laveurs, mais le 3e était tellement mutilé que je ne pouvais même pas dire ce que c'était. Ils étaient accrochés avec du fil de fer et bien éviscérés. Impossible que je les ai ratés la veille au soir. J'avais littéralement accroché notre sac de nourriture dans ces mêmes arbres avant de me coucher. J'ai tout de suite dit à Ellie de tout remballer. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas, mais il n'a rien dit. Il m'a aidé à démonter la tente et nettoyer le camp dans un silence quasi total. Quand on est arrivé au camion, quelqu'un avait crevé tous nos pneus. Ce sentiment d'être observé m'a repris. J'ai poussé Ellie derrière le camion et j'ai sorti mon téléphone. Mais avant que je puisse composer le 911, quelqu'un m'a plaqué par derrière. J'ai eu le souffle coupé et je me suis écrasé violemment au sol. L'homme était immense et couvert de crasse. Son visage était enfoui sous une barbe massive et emmêlée. On aurait dit un animal sauvage vêtu d'une peau humaine, comme s'il vivait au cœur des bois depuis des années. Avant que je puisse réagir, il a enfoncé un couteau de chasse en plein dans mon avant-bras gauche. Un cri rauque a jailli de moi. La douleur était immédiate et aveuglante. J'ai grogné et essayé de le repousser, mais il n'a rien lâché. Il a arraché le couteau et l'a levé pour me poignarder à nouveau. J'ai attrapé une poignée de terre et de gravier et je l'ai jeté directement dans ses yeux. Il a hurlé et a reculé en titubant, se griffant le visage. Je me suis relevé en hâte. J'ai arraché la hachette du sac d'équipement et l'ai frappé de toutes mes forces. Je l'ai frappé encore et encore, jusqu'à ce que le dernier coup atterrisse avec un bruit sourd écœurant et qu'il s'effondre enfin. Ensuite, j'ai attrapé Ellie et nous avons filé. On a atteint l'autoroute en peut-être 20 minutes. Un routier a fini par s'arrêter et a appelé le 911 pendant qu'Ellie était à côté de moi, tremblant si fort que ses dents claquaient. Quand la police est arrivée, le camping était vide. Ils ont quand même trouvé les carcasses et le couteau de chasse. Plus tard, ils m'ont dit que l'homme correspondait à la description d'un vagabond recherché pour 2 attaques similaires sur des campeurs dans d'autres parcs, toutes les 2 pendant les week-ends de jours fériés. Les 2 victimes étaient des pères voyageant avec leurs enfants. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. J'ai eu 8 points de suture et Ellie a tremblé pendant des jours après. Il n'aime plus faire du camping. Maintenant, il préfère les endroits pleins de monde parce qu'il comprend quelque chose que la plupart des enfants ne devraient jamais comprendre. J'ai grandi à Harmony Creek, dans l'Indiana, une de ces petites villes où le panneau de bienvenue est à peu près le seul point de repère. Ma mère, Cathy, tenait la boulangerie de la ville et mon père, Léonard, était superviseur de maintenance à l'usine chimique près de la rivière. Mais même quand j'étais petite, il me mettait mal à l'aise d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Il me prenait dans ses bras à chaque occasion qu'il avait. Parfois, sa main glissait sur mon dos ou ma cuisse. Ça me donnait la chair de poule. Ses bisous sur la joue, qui semblaient innocents pour tout le monde, étaient humides et intrusifs. Une fois au collège, mes amis ont arrêté de venir chez moi. Ils avaient toujours des excuses pour ne pas venir chez moi, mais je connaissais la vraie raison. C'était mon père. Quand j'ai essayé d'en parler à maman, elle s'est immédiatement mise sur la défensive et a écarté cela, disant qu'il était juste un père affectueux qui veillait sur moi. Alors, je me suis tu et j'ai appris à disparaître dans ma propre maison en lévitant comme la peste. Dès mes 18 ans, je me suis barré et j'ai coupé les ponts avec lui au point que maman est devenue mon seul lien avec cette vie-là. Très rapidement, l'école, les stages et le boulot m'ont absorbé et franchement, je l'ai complètement oublié. Des kilomètres nous séparaient. J'étais enfin bien installé dans mon propre appart et j'avais même un copain, Matthew, rencontré en ligne et qu'on prévoyait de rencontrer en personne dans quelques mois. Puis, un samedi d'août, j'ai reçu un appel me disant que maman avait eu un AVC et était morte. La cérémonie en mémoire était la semaine suivante. Je savais que je devais y retourner. J'ai réservé un vol à contre-cœur et j'ai fait ma valise.
La visite est tombée lors de la fête des pères, alors je lui ai même acheté quelques cadeaux pour garder une bonne ambiance. En arrivant, il avait l'air bien plus vieux et plus fragile que dans mes souvenirs. Il passait la plupart de son temps enfermé dans un bureau désordonné à l'étage, entouré d'écrans d'ordinateur. Quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il bossait sur des projets de codage pour un forum Internet. Pendant la première moitié de la visite, tout semblait vraiment aller bien. On a passé des heures à parler de maman, à partager des souvenirs et à pleurer ensemble. J'ai commencé à me demander si vieillir et être seul l'avaient finalement adouci. Le soir, cependant, l'ambiance a totalement changé. Il n'arrêtait pas de me fixer et a commencé à fouiller dans ma vie et celle de mon copain à Seattle, demandant comment on s'était rencontrés et à quel point c'était sérieux. Je lui ai donné les réponses classiques qu'une fille donne à son père, mais il a continué avec des questions intrusives, profondément personnelles, jusqu'à ce que je craque. Tu es fou? Quel genre de père fouine dans la vie de sa fille comme ça? Le genre qui veille sur sa fille. J'ai parfaitement le droit de savoir avec qui tu comptes t'installer, Ramona. Surtout s'ils veulent te voir habillée en costume de vache. Il a souri. Le dégoût m'a envahi. Je me suis levé et lui ai dit que je partais et que tout ce voyage était une erreur. Il a bloqué la porte. Assieds-toi. Faut qu'on parle. Bouge. Il a secoué la tête et a laissé échapper un rire creux et inquiétant. Oh, ton innocence m'a vraiment touché. Il y a quelque chose que tu devrais savoir à propos de ton copain. De quoi tu parles? Matthew n'existe pas, Ramona. Il n'est pas réel. Il ne l'a jamais été. Je me suis figé. Tu es insensé, vraiment. Il a fait glisser son ordinateur portable vers moi. Je l'ai inventé il y a 8 ans. Je ne pouvais plus respirer. Arrête de mentir, je ne mens pas. Il a commencé à lire nos discussions à haute voix, y compris les parties privées et les insécurités que j'avais partagées avec un homme en qui je croyais que j'avais confiance. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pour te protéger, Ramona, tu choisissais les mauvais hommes. Je devais te guider et te montrer à quoi ressemble une vraie relation, t'apprendre des choses pour que tu deviennes une vraie femme. Tu es malade. J'ai fait ça pour toi. Sa voix montait à chaque mot. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Depuis que tu étais enfant, je t'ai observé, j'ai pris soin de toi et je t'ai aimé, et tu t'es enfui. Je devais trouver un moyen de revenir. J'ai couru vers la porte. Il m'a attrapé le bras et m'a tiré en arrière. Ne pars pas. On peut en parler. On serait parfaits ensemble. Tu sais que je peux te faire sentir. Je l'ai poussé fort. Il a reculé en titubant, a perdu l'équilibre et est tombé dans l'escalier. Je l'ai entendu atteindre le bas et gémir, mais je ne me suis pas arrêté ni n'ai vérifié s'il allait bien. J'ai pris mon sac, suis monté dans ma voiture et suis parti. Une semaine plus tard, les voisins ont appelé pour dire que Léonard avait disparu. Personne ne l'avait vu depuis ma visite. Sa maison était vide et sa voiture avait disparu. Ils m'ont demandé si je savais où il était et j'ai dit non. Ils m'ont demandé si je pouvais aider à le chercher. J'ai refusé. Ils pensaient que j'étais froide et insensible. Ils ne savaient pas ce qu'il avait fait, ni ce qu'il m'avait fait subir toute ma vie. J'ai effacé toute trace de lui de ma vie. J'ai supprimé les profils, effacé les historiques de discussion et bloqué le faux compte. J'ai essayé d'enterrer le fait que je l'avais laissé entrer et partager des parties de moi que je n'avais jamais montrées à personne. Les flics ne l'ont jamais trouvé. Il a juste disparu. Une partie de moi est convaincue qu'il est toujours là dehors, caché derrière un écran, en train de se créer une nouvelle identité juste pour revenir dans ma vie. Mais je ne le laisserai jamais, parce que j'ai appris ma leçon à mes dépens. J'en ai fini avec les applis, fini les jeux. Je ne fais confiance à personne que je n'ai pas regardé droit dans les yeux. Et même là, je cherche la pourriture en dessous. Malheureusement, je fais partie de ces femmes qui ont appris bien trop tôt à quel point un homme peut être ignoble. Comment leur fin se fiche bien des lignées ou des frontières. Pour eux, la famille, c'est juste un autre mot pour cible facile. Et je dis ça pour que vous n'en deveniez pas une. Faites attention, mesdames.